Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Kerenco. Comme vous le savez, la vocation, l'ambition et la raison d'être de cette chaîne, c'est de vous faire voyager, de vous étonner, de vous inspirer et de vous faire découvrir des personnalités et des vies extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes devenus des êtres masqués et force est de constater que nous allons peut-être plus observer et moins parler. Bienvenue à vous, fidèles youtubeurs, et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Si tel est le cas, vous pouvez cliquer en dessous sur un petit bouton pour vous abonner. Et si le cœur vous en dit, teintez donc une petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un des Galilées des sciences post-matérialistes, un enfant devenu grand sage à l'improviste, un beau regard sur les sciences de demain, un étendard même dans notre croisade à tous pour nous libérer de l'ancien. J'ai le plaisir d'accueillir Mario Beauregard. Bonjour Mario. Bonjour Luc. Mario, c'est un plaisir de vous rencontrer sur le chemin de la conscience. Vous qui, comme nous, sur cette chaîne, vous intéressez à la science de demain. Alors, vous êtes docteur en neurosciences affilié au département de psychologie de l'Université d'Arizona et vous faites partie, selon le groupe World MediaNet, des 100 pionniers du 21e siècle. Alors, vous êtes né dans la région du Québec des cantons de l'Est, je crois, et vos parents étaient à la fois cultivateurs et éleveurs d'animaux, ce qu'on appelle, nous, en France, des agriculteurs. Vous viviez dans la nature, donc, et c'est à l'âge de 8 ans, assis un instant sur une grosse pierre au bord d'un chemin, que vous êtes pris par une expérience d'ouverture de conscience qui vous montre l'unité de ce qui vous entoure. Vous serez, à partir de ce moment-là, très intéressé par les sujets de la conscience, du cerveau, et probablement ce qu'on appellera plus tard les neurosciences. Vous avez alors, suite à cette expérience première, la vision claire que vous serez plus tard savant, et que vous travaillerez à démontrer les rapports nouveaux du cerveau, de l'esprit, de l'âme peut-être et de la conscience. Durant l'enfance et l'adolescence, vous vivez plusieurs expériences de conscience dites cosmiques. Votre identité ainsi s'effacera plusieurs fois et vous vivrez une conscience élargie du tout et de l'unité. À 17 ans, vous allez travailler en Israël dans un centre pour enfants handicapés et là, vous tombez malade une première fois. Puis plus tard, à l'entrée de l'université, à 19 ans, alors là, vous vous réveillez un matin avec une problématique physique très grave et mystérieuse. Votre vie est alors en arrêt, en suspens, et vous stoppez vos études et vous passez une première année alitée, très gravement malade. Après consultation, les médecins ne trouvent pas la raison de la dégradation de votre état de santé. Et pendant cette année d'alité, vous allez vivre de nombreuses expériences spirituelles. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ben, il n'y a plus rien dans le corps qui semble fonctionner. J'ai plus d'énergie. Je peux plus manger. Donc, je suis alité. Puis, ça va prendre plusieurs années, 7 ans, avant qu'un expert en virologie découvre, un microbiologiste, ce qu'il y a dans l'organisme. Mais la première année, ben, il va y avoir une expérience de mort imminente. Et là, on me fait comprendre, donc il y a des éléments classiques, là, puis la sortie de corps, puis la rencontre d'un être de lumière, et puis on me fait comprendre que finalement, c'est une expérience de transformation de la conscience. C'est pas vraiment une maladie, même s'il y a des causes biologiques qui peuvent expliquer les symptômes, mais c'est une expérience de mutation de la conscience pour m'aider à réaliser ce pourquoi je suis venu sur Terre. C'est ce qu'on me transmet de manière télépathique. Et au total, ça va prendre 12 ans avant que tous les symptômes disparaissent. À partir de ce moment-là, il y a eu une récupération progressive, mais quand même, ça a été très, très long. Au bout de 7 ans, donc, il y a eu la rencontre avec le microbiologiste de l'hôpital Hôtel-Dieu à Montréal qui a découvert qu'il y avait des infections virales. Il y en avait plusieurs différentes. Et il a fait le lien avec Israël, où j'ai été tombé malade au tout début. Probablement que les virus étaient demeurés latents pendant une année et demie, mais que tout ça s'était activé parce que c'était le stress du début des études universitaires, partir de la campagne, s'en aller dans la grande ville, à Montréal, tout ça. Donc, le terrain était comme propice au déclenchement de cet épisode-là. Donc, c'est tout ce que j'ai perçu pendant cet épisode-là de 12 ans.
parce qu'il y a eu plusieurs autres expériences spirituelles. C'est ce qui a finalement m'a permis d'élaborer mon programme de recherche que j'ai réalisé par la suite. Et alors, vous avez réussi quand même à mêler les études à cette difficulté de santé ou comment ça s'est passé hein? Ah ben oui, au bout de la deuxième année, même si j'étais encore très malade, je me suis forcé pour retourner à l'université. J'ai essayé de convaincre les directeurs de recherche aussi que c'était possible et tout ça, avec une lettre du médecin qui me suivait. Puis, oui, ça a été très, très difficile, mais j'ai fait ça. Puis, même quand je suis allé travailler aux États-Unis, à l'Université du Texas, à Houston, il restait encore des symptômes. Ça a pris quelques années là-bas pour que tout finisse par disparaître complètement. Puis aujourd'hui, ben, je suis dans la fin cinquantaine, puis je suis en meilleure forme que j'étais pendant toute ma vingtaine. Puis j'ai beaucoup d'énergie. C'est comme si je m'étais économisé pendant un peu plus d'une décennie. Et ben, aujourd'hui, j'essaie de me reprendre. En tout cas, comme type d'économie, on pourrait faire un peu moins violent quand même, parce que c'était quand même, c'est quand même une expérience. En tout cas, ça a dû vous renforcer dans votre volonté, j'imagine. Ah oui, oui, énormément. C'est comme, j'avais l'impression qu'il y avait un plan de vie. Je connaissais mon plan de vie avec la première expérience que j'avais vécue en bas âge aussi. Puis que, bon, ben, je devais le réaliser, tout ça. Mais là, tout était devenu plus clair à travers l'expérience de mort imminente pendant la première année, quand j'étais à l'IT. Donc, par la suite, je n'ai fait qu'exécuter tout ce que j'avais perçu comme information. C'est ce que je fais depuis. Alors, vous êtes un chercheur dans l'âme de toute façon, et vous avez travaillé, et vous travaillez encore sur les états modifiés de conscience. Hein, c'est un petit peu associé à ça que vous avancez. Alors, comment vous avez vécu ce moment de confinement quel impact ça a eu sur votre état de conscience personnel? Moi, je suis assez contemplatif, introverti, tout ça. Donc, en fait, ça ne changeait pas grand-chose pour moi. Je suis en pleine nature, dans les belles montagnes des Laurentides, là, au nord de Montréal. Donc, ça ne changeait pas grand-chose pour moi. Mais plus ça s'est prolongé à un moment donné, ben, et j'avoue que je suis rebelle, donc même si on nous disait d'être confiné, ben, je m'empêchais quand même pas d'aller marcher dans la nature, dans les montagnes et les sentiers. Là. Bon. Puis, mais c'est lorsque ça s'est prolongé beaucoup plus longtemps, et que là, les mesures sont devenues plus extrêmes, puis nous obliger à porter un masque, alors qu'il n'y a pas vraiment de justification sur le plan scientifique, hein, en termes de nombre de cas et tout ça. Ici au Québec, il n'y a plus personne qui... Cet été, là, il n'y a plus de cas de mortalité. Il y a des gens qui sont testés et qu'on dit qu'ils sont positifs, mais l'ensemble de la population peut être positif. C'est comme... on a du matériel génétique lié au virus, aux infections infantiles, par exemple, la rubéole, etc. Ouais. Si on nous fait des tests, 100% de la population, on porte ça en nous. Ça fait partie de nous. Le COVID-19, maintenant, il y a une grande partie de la population, probablement, qui a des éléments génétiques en soi. Alors, vous savez, j'ai eu la joie d'interviewer donc deux personnes que vous connaissez peut-être, France Gauthier et Christine Michaud. Je ne sais pas si vous connaissez, ouais, vous les connaissez. Christine Michaud, je l'ai rencontrée à quelques reprises, mais France Gauthier, c'est une amie, oui. Alors, j'allais vous poser une question, parce que France Gauthier, vous la connaissez si bien, ça tombe bien, parce que ça vient d'elle, ce propos. Elle me disait pendant l'interview qu'elle elle sentait qu'elle avait besoin de faire un très grand reset intérieur. Vous voyez, c'est un personnage un peu comme ça, France Gauthier. Alors, je me demandais si vous, alors finalement, vous répondez déjà, mais est-ce que vous avez senti le besoin profond d'un reset intérieur? Ben, de changer de vie, oui, d'un nouveau cycle de vie. C'est ça, oui, j'ai senti. Et est-ce que vous avez aussi besoin de changer aussi de direction professionnelle ou vous gardez la même? J'ai réalisé quelque chose, par exemple, pendant la crise. Oui, ça, c'est important. À cause de la censure, j'ai vu que les réseaux sociaux étaient de plus en plus censurés. Même parfois, lorsqu'on mettait on présente des informations liées à la croissance, la spiritualité, tout ça. Et ça m'a donné l'idée je me suis dit, on a besoin de quelque chose d'un nouveau réseau social, mais où, pour des gens conscients, des gens spirituels, partout sur la planète, pour nous unir, nous réunir, au-delà des frontières.
parce que à un certain niveau de conscience, justement, on pense plus en termes de division canadien versus français versus américain, peu importe. On pense plus non plus en termes de distinction sur le genre, au niveau du genre ou la race, quoi que ce soit. On tend plus vers l'unité. On se voit plus comme en interconnexion, faisant partie d'un tout. Mais ça, c'est ce que mes expériences m'ont montré aussi, mes expériences spirituelles. Donc, je me suis dit, on va créer quelque chose pour nous permettre de nous réunir, justement, à travers le monde, mais aussi d'essayer de créer une espèce de masse critique. Et ça, on peut plus utiliser les réseaux sociaux traditionnels qui sont contrôlés maintenant, manipulés. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est apparu, par exemple, pendant cette période-là. Alors, en fait, vous êtes quand même l'auteur de nombreuses publications scientifiques et de plusieurs livres, hein, dont le dernier, Un saut quantique de la conscience, qui est aux éditions Très Daniel, nous invite à une nouvelle science post-matérialiste, hein, où l'homme n'est plus simplement une machine électrique ou biologique, mais un être en lien avec la conscience. Et qu'est-ce qui vous motive, vous, dans cette démarche de science vers la conscience, hein? Mes expériences spirituelles. Et qu'est-ce qui me motive? Ben, c'est l'impact de la réalisation de ces choses-là ou de vivre ces expériences-là parce que ça a le pouvoir de transformer l'individu sur le plan psychologique, spirituel. Et on a besoin d'une transformation d'une certaine portion de l'humanité, pas de l'ensemble. On n'a pas besoin de transformer tous les gens pour effectuer des changements importants, mais d'une certaine masse critique. Donc, c'est pour ça. C'est une recherche fondamentale, mais qui peut avoir des implications très, très importantes pour le futur de l'humanité. Donc, c'est pour ça que c'est ma motivation. D'arriver à créer des façons, par exemple, de permettre à des gens d'avoir plus de facilité à entrer en contact avec leur essence spirituelle. Mais ça, on va en parler ensemble. On va en parler parce que c'est très intéressant. C'est une science un peu ancienne, l'idée de spiritualiser. Oui. Hein, on va en parler. Mais alors, parce que vous, quand même, vous allez plus loin. Vous parlez des pouvoirs de la conscience. Alors, je me disais, mais alors, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment temps d'aller jusqu'au pouvoir de la conscience? Oui, parce que c'est très, très important pour l'individu au niveau de sa relation avec son corps, par exemple, son cerveau. Beaucoup d'études que j'ai faites avec des techniques d'imagerie cérébrale, comme la résonance magnétique, ça montre que notre intention consciente peut aller moduler, changer l'activité des régions du cerveau. Et elle peut aussi, lorsque c'est répété avec le phénomène de plasticité du cerveau, on transforme même la matière blanche, la matière grise. Donc, on transforme le cerveau, pas juste sur le plan fonctionnel, mais sur le plan même structurel. Alors ça, c'est important parce que c'est un couteau à deux tranchants. On peut créer des modifications, des transformations négatives. Par exemple, maintenant, on sait que si on entretient des pensées négatives, on est anxieux, on fait ce que les psychologues appellent la rumination par rapport à l'avenir, par exemple. On fait sécréter certains messagers chimiques dans le cerveau, comme donc il va y avoir du cortisol, par exemple, une hormone de stress. L'hormone de stress, en quantité modérée, c'est bien parce que ça nous active sur le plan cognitif, au niveau de la mémoire, tout ça. Mais lorsque c'est trop, ça devient toxique pour les cellules du cerveau, les neurones. Et là, maintenant, il y a des corrélations qui montrent que les gens qui sont comme ça, qui ruminent, qui entretiennent qui vivent des émotions négatives, ont plus de chances de développer des démences plus tard dans leur vie, comme la maladie d'Alzheimer. Uh-huh. Donc, c'est important de prendre conscience de notre pouvoir réel. Mais on peut le faire aussi positivement, à l'inverse. Et donc, ça, c'est important. Puis, c'est pas simplement que le cerveau. Le cerveau est connecté avec tous les grands systèmes physiologiques de l'organisme. Donc, le système immunitaire, le système endocrinien, les hormones, cardiovasculaires, etc. Donc, chaque pensée, chaque émotion est dans le cerveau, elle est transformée. La pensée elle-même, elle est non physique,
Elle n'est pas de masse ou de volume ou de forme, mais c'est de l'information. Et ça a la capacité d'être converti au niveau du cerveau dans un langage. Moi, j'ai illustré ça de façon métaphorique en disant qu'on passe du mentalais, le langage du mental, au neuronois, le langage des neurones. Donc, c'est traduit de manière électrique, chimique, au niveau du cerveau. Et ces messages-là sont couplés dans les autres systèmes physiologiques, donc le système immunitaire, le système endocrinien, et même au niveau génétique, l'expression des gènes, ce qu'on appelle maintenant l'épigénétique. Donc, chaque chose qui se passe au niveau de notre sphère d'activité mentale, consciemment ou non, inconsciemment aussi, eh bien, ça va aller impacter tout ce qui se passe au niveau du corps. Mais ce qu'on a découvert dans les dernières décennies, surtout, c'est que de la même façon qu'on peut influencer tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme, on influence aussi ce qui se passe à l'extérieur des limites du corps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit ou la conscience non locale. On a repris un terme qui appartient à la physique quantique. Donc, c'est l'idée que la conscience de l'être humain n'est pas localisée dans un point spécifique au niveau de l'espace, donc le corps, le cerveau, et elle n'est pas non plus localisée dans un point précis au niveau du temps, c'est-à-dire le présent. Donc, elle peut se promener dans le passé, dans le futur. Là, on parle parfois de prémonition, de rêve prémonitoire, de pressentiment, précognition. Et ça touche tous les phénomènes reliés à la médiumnité, la voyance, etc. aussi. Et là, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que ces phénomènes-là existent bel et bien en laboratoire, statistiquement. Le cadre du laboratoire, c'est sûr que c'est artificiel et tout ça. Donc, les effets statistiques ne sont pas toujours extraordinaires. C'est plutôt rare, sauf avec des sujets exceptionnels. Mais lorsqu'on prend toutes les études qui ont été réalisées, par exemple, depuis une trentaine d'années, et souvent, c'est des centaines d'études, des milliers d'études, on fait ce qu'on appelle en science des méta-analyses pour voir jusqu'à quel point les effets statistiques, les phénomènes qui nous intéressent, dans quelle mesure ils existent véritablement. Et là, on a plus de puissance statistique. Et ce que la recherche sur ces phénomènes-là montre, c'est clairement que ces phénomènes-là existent. Télépathie, pressentiment, précognition. Il y a aussi une forme de voyance. Certains parlent de vision à distance. Ça, c'est d'aller chercher des informations au-delà des sens habituels. Mais il y a aussi une capacité d'influence sur le monde physique. Donc, on peut influencer ce qu'on appelle des générateurs de nombres aléatoires, qui sont en fait, c'est des diodes au niveau électronique, c'est du bruit électronique, qu'on peut moduler par l'intention au niveau quantique. Alors ça, c'est intéressant. Et on découvre aussi qu'on peut influencer du matériel biologique qui peut nous appartenir, par exemple, de manière in vitro, à l'extérieur ça peut être un échantillon de notre sang, mais on peut aussi influencer le matériel biologique de d'autres individus à distance, de manière non locale, ou d'animaux, ou de plantes aussi, par nos intentions. Alors, on découvre finalement qu'on est interconnecté à travers la conscience avec tout ce qui existe, tout ce qui fait partie de notre corps, mais on l'est aussi, dans une certaine mesure, avec le monde physique, la totalité du monde physique. Mais maintenant, pour avoir plus d'effets, que ce soit à l'intérieur de notre corps ou à l'extérieur, de manière non locale, les études montrent que notre capacité est influencée par notre degré à être capable de maintenir une attention focalisée au niveau de l'intention. Donc, si vous méditez vous êtes un maître en méditation bouddhiste ou autre, vous êtes plus en mesure d'influencer votre corps et le monde extérieur que si vous n'avez jamais, par exemple, travaillé au niveau de votre capacité à maintenir l'attention. C'est comme, on peut utiliser une analogie, c'est comme la lumière qui est diffuse. Par exemple, les lampes qu'on utilise dans nos appartements, nos maisons, émettent une lumière qui est diffuse. Et cette lumière-là, elle n'a pas d'impact au niveau physique, matériel réellement. Par contre, vous pouvez prendre une lumière qui est convergente, un faisceau, ce qu'on appelle un rayon laser, par exemple,
où là, les photons sont comme cohérents entre eux. Mhm. Et on peut utiliser un laser pour faire de la chirurgie, on peut travailler en métallurgie, etc. Donc, l'attention, la capacité de focaliser notre conscience sur un objet en particulier, une intention, c'est la même chose. Plus on est en mesure de le faire, ou plus on pratique, plus notre capacité d'impact au niveau du monde biologique, physique est grande. C'est ce qu'on a découvert. C'est intéressant parce que vous parlez quand même d'attention, de focuser les choses. Bon, on en reparlera tout à l'heure parce que je vais vous parler de l'expérience que vous avez vécue avec les Carmélites. Hein. C'est un peu le sujet là. On va en reparler, mais je voulais savoir, parce que bon, la chaîne Kurenko, c'est une chaîne qui parle beaucoup d'état d'être. Et je voudrais savoir, est-ce que vous faites la différence entre la conscience et l'état d'être? Pas nécessairement, non. Pas au niveau de la recherche post-matérialiste embryonnaire, non. Comment vous définissez les états d'être? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois avec France Gauthier parce que en discutant avec elle, moi, je trouvais que son état d'être personnel, c'était la puissance. Et donc, alors bon, après, on pourra en discuter, genre, on en reparlera peut-être ensemble, mais si vous voulez, nous, on trouve que, en fait, penser qu'à l'état d'être du cœur, hein, d'être associé à l'état d'être du cœur, c'est intéressant, mais que de la même façon qu'on appelle notre chaîne Cœur & Co, on pense qu'il y a d'autres états d'être que celui du cœur et qu'en fait, il existerait donc des modèles à plusieurs états d'être qui pourraient être plus intéressants qu'un modèle unique. Et alors, un état d'être, probablement, c'est une somme d'expériences qui sont associées à un type de conscience particulier. Donc, par exemple, France Gauthier, on trouvait que elle avait un état d'être de puissance qui fait que elle était toujours dans la préservation des choses. Donc, elle voulait préserver. Donc, elle était capable de rencontrer une personne et de la préserver ou de la monter à un certain niveau et de le préserver. Et donc, elle était assez d'accord avec cette idée-là hein, de préservation. Et je me disais, alors j'ai pas encore réussi à trouver pour vous parce que j'ai cherché puis je ne trouvais pas. Je me disais, mais quel est l'état d'être de Mario Beauregard? Quel est son état d'être? À votre avis, c'est quoi, à votre avis? D'après moi, ça fluctue beaucoup. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Mais moi, c'est ce qui est plus important pour moi. Bon, il y a la recherche de la vérité, de la connaissance, là, évidemment, mais comme scientifique, mais aussi le cœur, la compassion, l'altruisme aussi, parce que ça a la capacité de transformer le monde. C'est très important. Puis ça me fait penser à quelque chose que j'ai fait un test en laboratoire, ça revient un peu à ce que vous dites au fond. Ça n'a pas été publié. Ça, c'était un petit projet que j'avais fait à l'Université de Montréal. J'ai rencontré un homme qui était un expert en méditation bouddhiste, qui avait étudié au Népal avec un maître de méditation dans cette voie-là. Et j'ai demandé à cet homme-là pas tout simplement de concentrer son attention sur un générateur de nombres aléatoires qui produisait des séquences de 0 ou de 1. Je lui ai demandé de faire une méditation de ce que les Américains appellent ça du loving kindness, là, c'est l'amour inconditionnel, en englobant le générateur de nombres aléatoires qui est un dispositif électronique qui était connecté à l'ordinateur. Et il a réussi à produire un effet significatif pendant 20 minutes, beaucoup plus spectaculaire que lorsqu'on demande aux gens de concentrer uniquement leur attention. Donc, il était dans un autre état d'être, où là, il y avait la dimension du cœur qui intervenait. Et ça n'a pas encore été, on ne l'a pas encore inclus au niveau des recherches, si on veut, post-matérialistes par rapport au phénomène dont on parle. Mm-hmm. Si. Mais ça, c'est mon prochain programme de recherche. C'est ça. Parce qu'avec des collègues aux États-Unis, on a créé la première échelle pour mesurer l'amour inconditionnel, spirituel. Et on a fait valider cette échelle-là parce qu'il faut passer par des processus de validation, etc. Et donc, c'est la première échelle pour mesurer ça chez l'être humain. La capacité à aimer, mais pas de façon conditionnelle, romantique ou l'amour maternel ou les autres formes. Vraiment l'amour désintéressé. Et le programme de recherche dont je parle, à venir, on pense que si on est dans un état d'être, justement, d'amour inconditionnel, notre capacité, notre impact sur le corps, mais aussi sur le monde, va être beaucoup plus grand. Voilà, écoutez, on va faire un petit moment, et si c'était possible entre nous. Alors,
Nous, on a un présentateur un peu sulfureux en France, s'appelle Thierry Ardisson, qui est grand spécialiste des multifacettes par ces questions. Alors, vous qui êtes un spécialiste de la recherche, des états modifiés de conscience et des pouvoirs insoupçonnés et cachés qu'on a en nous, je vous propose une petite interview, et si c'était possible, une interview où je vais poser des questions simples et un peu curieuses pour qu'on découvre un peu votre personnalité malicieuse, parce qu'a priori, quand on est un chercheur, on est aussi un malicieux, c'est probablement vrai. Alors, et la première question que je vais vous poser, c'est si vous pouviez cloner, si vous pouviez vous cloner, qu'est-ce que ferait l'autre comme activité? Pilote de Formule 1. Pilote de Formule 1. Oui. Incroyable! Et vous, c'est ce que vous feriez si vous aviez la possibilité de vous l'autoriser ou pas? En fait, lorsque j'avais 19 ans, j'hésitais entre deux choses. Finalement, même malgré mon expérience à l'âge de 8 ans, où j'avais entrevu comme mon plan de vie, à 18-19 ans, j'étais tombé, même plus tôt, à 17 ans, je suis tombé en amour avec la Formule 1. J'avais vu mes premiers Grands Prix sur place, tout ça. Et là, j'ai décidé que c'est ça que je ferais plutôt que de suivre mon programme scientifique. Je voulais conduire d'une voiture comme ça. Alors, au moment où et là, pour obtenir, il faut obtenir des licences dans les catégories inférieures pour pouvoir passer aux étapes ultérieures. Au moment où je voulais m'inscrire pour devenir pilote avec une licence au circuit du Mont-Tremblant dans les Laurentides au Québec, c'est là que je suis tombé subitement malade. Non. Et là, par la suite, lorsque j'ai eu mon expérience de mort imminente, là, on me fait comprendre que c'est parce que là, il fallait pas que tu évites ta trajectoire, mon ami. Il fallait te ramener. Pas sympa la conscience, hein, quand elle décide des choses pour les gens, c'est terrible ça. Ok, bah alors donc incroyable, j'aurais jamais imaginé que ce serait votre réponse, incroyable. Ouais. Alors si vous pouviez marcher sur l'eau et y inviter quelqu'un, avec quel scientifique ou personne célèbre vous feriez une randonnée sur l'eau? Jésus. Ah, vous lui feriez le coup à votre côté. Ben oui. Allez, on serait sur un pied d'égalité. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et quel est le pouvoir que vous n'aimeriez jamais avoir? De pouvoir lire, même involontairement, tout ce qui se passe dans l'esprit des gens. Ben, ça tombe bien, justement, c'est la question suivante. Si vous pouviez communiquer à distance avec n'importe qui, à qui vous parleriez toutes les nuits pour l'influencer et le faire changer? Dieu. Carrément. Oui. Oh, direct, quoi. Dieu en personne. Et alors, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Un peu d'aide pour notre belle planète, l'humanité, pour redresser un peu. Parce que, bon, je sais qu'il y a un principe, on dit qu'il y a un principe de libre arbitre, puis c'est à nous de. Mais parfois, un coup de pouce, mais je dis pas qu'il n'y en a pas de coup de pouce. J'imagine que oui, mais par exemple, par rapport à la crise, quand ça a pris des ampleurs, là, ça aurait bien aidé un petit baguette magique pour résoudre tout à coup tous les problèmes de façon instantanée. Alors, justement, je me posais une question. Alors, si vous pouviez ne plus avoir peur de rien, quelle peur vous garderiez quand même? Être englouti par l'océan. Être englouti par l'océan. Ah, ça, c'est étrange, ça. Et pourquoi vous garderiez celle-là? Ben, c'est la plus difficile chez moi pour me débarrasser. Ah, donc celle-là, pour une raison que j'ignore, même enfant, très jeune, j'avais cette peur-là. Est-ce que c'est lié à des soi-disant vies antérieures? Ah, je sais pas. Aucune idée. Mais Est-ce qu'un neuroscientifique comme vous croit en des choses comme ça? oui, moi oui. Ah oui? Parce que j'ai fait des expériences personnelles, même avec de la respiration holotropique, du rebirth aussi, Ouais. où j'ai vu beaucoup d'images et même avec aussi certaines substances psychédéliques, on appelle les antéogènes. J'ai vu beaucoup d'images où ça semblait être des vies antérieures. Et c'est pas ma vie à moi, dans un sens où moi je suis unique, mais l'entité qui m'habite, il y a un lien. J'ai pas encore parfaitement compris, là, mais on peut avoir accès, il semble, à certaines mémoires. Et, donc, il y a peut-être des liens justement avec cette phobie d'être englouti par
Là, Oui, c'est intéressant. je sais pas. Alors, et si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle période iriez-vous en premier? L'époque de Jésus de Nazareth. Ah, décidément, Jésus, c'est un truc chez vous, hein? Oui, j'ai toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé en Israël quand j'avais dit pour Ah, travailler là. Mais pour avoir la chance de visiter tous les lieux dits saints et tout ça, oui, ça a toujours été comme ça. Je ne suis pas religieux, je suis quelqu'un de spirituel, mais par contre, Jésus, pour moi, c'est très, très important. et en quoi c'est important exactement aujourd'hui, à l'instant T, là? Qu'est-ce qui est important chez Jésus pour vous? Certains aspects du message. Ouais. Oui. Parce que, bon, là, on sait que au début de l'Église, il y a eu une sélection des livres qui ont fait partie Ouais. justement de Ouais. la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais il y a on peut quand même, moi je me suis intéressé aux évangiles apocryphes aussi, Mhm. où là on donne un message qui s'apparente plus à une gnose chrétienne. Donc je parle de Jésus, pas uniquement qui est dépeint dans les évangiles traditionnels, mais dans les autres évangiles aussi. Où, au fond, c'est qu'on le voit comme un être qui est là pour nous amener plus loin sur le chemin de l'évolution de la conscience et puis l'apprentissage de nos capacités et tout ça. Donc, dans ce sens-là, c'est un personnage qui a un impact important pour moi. Ouais, je comprends. Et alors, justement, on parlait de père, vous me parlez du père et du fils, là. Alors, dans une autre interview, vous disiez que donc, les pères de la science moderne avaient accepté la doctrine matérialiste, hein, Galilée, Newton, Descartes et d'autres, hein. Mais c'était aussi des gens très spirituels. Et Oui. quelque part, ils étaient aussi dotés d'une grande conscience, a priori, hein, il faut le dire comme ça. Finalement, même la religion s'était mise à devenir matérialiste par la force des choses. Mais est-ce que vous pensez qu'à cette époque-là, c'était pas déjà la conscience qui avait demandé à l'homme d'être matérialiste? Et si, est-ce que c'est pas aujourd'hui la conscience qui nous dit de plus l'être et d'aller vers autre chose? Qu'est-ce que vous entendez par conscience? Ben voilà, à partir du moment où vous me posez la question de la conscience, c'est là que je vais vous la poser à vous aussi, parce que vous êtes un plus grand spécialiste que moi, mais je me dis que quelque part, tous ces gens qui ont été spirituels et scientifiques, il est possible qu'ils aient entendu une conscience qui elle-même a évolué avec le temps. Est-ce que vous pensez que la conscience, elle évolue? Je pense qu'il y a différents aspects liés à la conscience. Il y a toutes sortes de définitions possibles en psychologie, en philosophie, en neurosciences aussi. Donc, en neurosciences, la conscience, c'est la capacité d'appréhender, donc c'est lié à l'attention, les phénomènes, que ce soit des pensées, des émotions de façon interne, ou par exemple des perceptions, voir une voiture qui passe dans la rue, des choses comme ça. Il se limite à ça. Mais en philosophie ou dans certaines traditions spirituelles, ben là, il y a la conscience avec un grand C, C majuscule, qui est comme un des attributs de la source de l'univers, des univers, parce qu'on parle de multivers aussi, puis il y a probablement d'autres dimensions justement d'existence, de réalité, non physique. Donc, c'est ça, tout dépend de quoi on parle. Il y aurait aussi, dans ma façon de voir les choses, il y a un aspect il y a un moi qui est plus physique, qui est associé à une conscience aussi, un petit moi. Parce que dans les traditions, par exemple en psychanalyse ou dans d'autres traditions psychospirituelles, on parle d'ego. Donc, ça c'est capable d'une certaine conscience à un certain niveau. Mais chez l'humain, lorsqu'il y a une modification de l'activité électrique, chimique d'un cerveau, on peut avoir accès à d'autres formes de conscience qui sont plus larges et qui sont capables de traiter les informations sur un mode différent, par exemple, un mode intuitif, pas analytique, linéaire, séquentiel. Et on a accès à ça, par exemple, dans des états élargis de conscience, l'expérience de mort clinique, mais d'autres états, des états spirituels, mystiques. Donc, tout dépend. Et il semble y avoir un niveau intermédiaire de conscience, justement, qui est lié à un moi plus grand que Jung parlait, il l'appelait le soi. Je parle d'un plus grand moi, des moi plus grands, plus large.
Et ça, à ces niveaux-là, ben oui, c'est capable de nous influencer. Et d'une certaine façon, oui, ça évolue puisque ça nous guide, ça réagit en fonction des expériences qu'on a aussi. Ça nous guiderait, on croit, tout au long de la vie, mais aussi lorsque on décède, on fait une transition et là, on continue de vivre, mais avec des capacités nouvelles. Euh, alors oui, c'est probablement cette conscience-là plus large qui nous dit aujourd'hui, à beaucoup, beaucoup d'êtres humains sur la planète, il faut changer de cap au niveau de notre façon de vivre par rapport à l'environnement, par rapport à notre façon de voir la vie aussi. Il faut devenir beaucoup moins matérialiste pour que tout ça, ça soit viable à plus long terme. Il faut faire des modifications très, très importantes. C'est probablement le cas parce que c'est un message ou une intuition, une vision des choses qui est partagée par un nombre de plus en plus grand d'individus partout sur la planète. Et là, quand vous parlez de ça, vous parlez en fait de la supraconscience, c'est ça, celle dont… Certains l'ont appelé, oui, supraconscience. D'accord. Quand on fait, par exemple, de l'hypnose, ben, les gens qui font l'hypnose qu'ils appellent spirituelle, Dr. Michael Newton, ça a été une des personnes qui a développé ça là, en Californie. Il est décédé maintenant, c'est un psychologue. Et lorsqu'il amenait les gens dans une transe plus profonde, ils pouvaient avoir accès, par exemple, à des soi-disant vies antérieures ou même des espaces de vie entre deux vies, deux incarnations. Et le terme qu'il utilisait pour ça, c'est surconscience, supraconscience. Alors moi, je sais que vous avez une certaine affinité avec Sri Aurobindo et Teilhard de Chardin. Et alors, Teilhard de Chardin disait qu'on ne pouvait pas finalement échapper à l'idée de la spiritualisation progressive de la matière et que, en fait, la matière, finalement, au lieu de s'ultra-matérialiser et de se stériliser, elle finissait par se transformer irrésistiblement en psyché, c'est ce qu'il disait, lui. Alors, je me disais, dans votre cas, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette démarche de spiritualisation progressive de la matière? Pas vraiment, parce que pour moi, elle l'est déjà transformée. Maintenant, on se rend compte que, par exemple, avec les découvertes de la physique quantique, le monde matériel, il est illusoire d'une certaine façon. Tout dépend du niveau à partir duquel on regarde. Si on utilise un instrument d'optique, par exemple un microscope électronique, on voit des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Puis si on continuerait avec un appareil encore plus puissant, ben on pourrait se rendre compte, par exemple, qu'un objet, finalement, c'est constitué en grande partie de vide. Et aujourd'hui, les théoriciens en physique utilisent beaucoup le concept d'information. Et donc, l'information, et pas juste l'information, mais aussi, il y a des physiciens qui proposent qu'il y a les particules ou ondes, parce que dépendamment de l'environnement, elles vont se comporter différemment selon qu'on les observe ou pas, mais aussi, ça démontre certaines capacités de conscience rudimentaire, de sensibilité à l'environnement, de réception de l'information du point de vue humain. Lorsque, par exemple, ils vont utiliser des dispositifs expérimentaux pour observer avec l'expérience de la double fente. Où là, ben, si on l'observe, il se comporte comme une particule. Si on ne l'observe pas, il se comporte de manière ondulatoire, l'onde particule. Alors, l'élément spirituel, il existe déjà pour moi, il est déjà là, puis tout est déjà réalisé. Il n'y a pas on n'a pas besoin de passer par des éons et des éons pour tout transformer la matière, puisque la matière, elle est déjà réalisée. C'est juste que nous, on est comme habitué à un certain mode de perception limité par nos sens. Donc, on ne le réalise pas. Mais en fait, tout est déjà réalisé. Tout est déjà là. Moi, je suis très proche de l'aspect non-duel. La voie non-duelle. Ouais. À travers mes expériences, j'en suis venu à voir les choses comme ça.
Et alors, pour autant, vous avez quand même une démarche, enfin, vous dites que tout est déjà réalisé, c'est vrai que peut-être dans la matière, il y a cette dimension, hein, mais quand même, malgré tout, vous avez quand même une démarche d'amener les gens à découvrir le spirituel via les sons isochrones. On en reparlera tout à l'heure, mais quand même, vous avez une démarche quand même d'influence. Alors, c'est scientifique, mais vous avez quand même cette démarche de Oui. spiritualisation quand même. Oui, parce que pour moi, la vie, c'est un théâtre. On est des acteurs, on joue sur une scène, on joue des personnages qui sont en interaction. Mais c'est pas pour autant que même en ayant cette vision-là, on ne demeure pas nécessairement passif parce qu'on peut pouvoir privilégier certains types de scénarios plutôt que d'autres pour le futur de l'humanité. Ouais. Alors, oui, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que pour essayer d'aider les gens à réaliser certaines choses, par exemple, sur le plan psychospirituel. Et les sons dont vous parlez, ben, ça, on a découvert ça fait longtemps. C'est qu'on peut changer l'activité électrique du cerveau simplement en présentant des sons. Mais initialement, c'était les battements de tambour. Les chamans avaient découvert ça les premiers intuitivement. Ouais. On pouvait changer l'état de conscience. Puis si l'état de conscience change, c'est que l'état du cerveau change au niveau électrique, au niveau chimique. Et là, ben, on a pu, avec le développement des technologies, montrer ça d'abord chez l'animal. Ça a commencé dans les années 30 au niveau auditif et tout ça, avec ce qu'on appelait des sons binauraux. Et les sons binauraux, ben, on utilise des sons de fréquences différentes au niveau des deux oreilles. Et ça, ça a été développé beaucoup au niveau de l'Institut Monroe en Virginie. C'était un monsieur du domaine de la radio, de la télévision, mais qui aussi était un expérienceur, qui avait la capacité de faire des expériences hors corps. Ouais, et qui avait réalisé ça. Mais par la suite, ça c'était dans les années 60, 70, début 80. Par la suite, on a réalisé qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des sons de fréquences différentes. On peut utiliser la même fréquence des deux côtés. Et parce que quand on utilise des sons binauraux, le système auditif, il fait la soustraction des fréquences dans les deux oreilles. Donc, mettons, vous présentez 30 Hz, 30 cycles par seconde d'un côté, 20 cycles par seconde de l'autre. Le cerveau, lui, le système auditif, perçoit une fréquence de 10 Hz, 10 cycles par seconde. Ben, moi, je m'étais dit, pourquoi pas essayer 10 cycles par seconde, mais des deux côtés, dans les deux hémisphères. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Là. J'ai commencé, ça fait déjà longtemps que j'avais commencé ça. J'étais à l'Université de Montréal, puis j'ai fait des tests et tout ça. Ça fonctionnait très bien pour changer l'état de conscience des gens. Puis par la suite, ben, je me suis demandé pourquoi je faisais ça, parce que j'avais fait un projet de recherche avec des carmélites. Parce que je m'intéressais à ce qui se passe dans le cerveau au niveau des expériences dites mystiques chez les contemplatifs. Puis ça c'est une étude qui a eu beaucoup de retombées partout sur la planète. Ouais. Puis il y avait des journalistes du monde entier qui m'ont appelé, puis ils me demandaient toujours, ils finissaient toujours l'entrevue par « Mais à quoi ça sert pour monsieur, madame, tout le monde, ce genre d'études-là? » Ben, ma réponse, c'est que ce qu'on a découvert, quelle est l'activité, par exemple, électrique dans le cerveau associée à des états contemplatifs, des expériences mystiques, si on découvre ça, on peut prendre ces données-là puis essayer de trouver une façon d'induire des états similaires chez monsieur, madame, tout le monde, qui ont une ouverture par rapport à la spiritualité. Alors ça, c'était l'étape suivante de ma recherche. Et j'ai testé ça chez des milliers de personnes maintenant. Et ça fonctionne très, très bien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mystiques du tout. C'est des gens qui sont intéressés par la croissance, la spiritualité. Ouais. Lorsqu'on change leur cerveau, l'état de leur cerveau, de manière mécanique, ils n'ont pas à forcer pour atteindre un résultat, à essayer de se contraindre, par exemple, méditer, etc. Il y a des gens à qui ça ne correspond pas. Ils changent d'état assez facilement avec cette approche-là. Pour favoriser, pour les guider dans cet état-là, ce que je fais, c'est que je rajoute une forme de guidance, mais très élémentaire, parce que c'est vaste, là, changer d'état. Mais ça fonctionne très, très bien.
Et au début, je me demandais jusqu'où on peut faire changer l'état de conscience. Ce que j'ai découvert, c'est que plus on fait ralentir les ondes cérébrales, par exemple, mais il faut le faire de façon progressive. Donc, à l'état d'éveil, on génère des ondes bêta. Donc, je commence à ce niveau-là. Puis progressivement, dans le temps, je les amène, mais quand même assez rapidement. Même au niveau où là, il y a moins d'activité, au niveau θ et même delta, la frontière des ondes delta-θ. Le delta, c'est entre 0,5 et 4 cycles par seconde. 4 Hertz, c'est le début, jusqu'à 7 Hertz du θ, approximativement. Donc, on peut les emmener à la frontière θ-delta. Là, si les gens sont fatigués, ils vont avoir tendance à s'endormir. Alors, pour contrer ça, à certains moments donnés, j'envoie des pulsations. Là, je donne ma recette, finalement, à tout le monde, mais c'est une bonne recette. C'est basé sur la recherche. J'envoie des pulsations de gamma, qui sont des 40 cycles par seconde, des fréquences plus élevées, qui sont associées avec une conscience claire. Donc, ça empêche la plupart du temps les gens de s'endormir, puis de se rappeler de ce qu'ils ont vécu, les informations reçues dans l'état élargi de conscience. Et là, les gens me rapportent des expériences stupéfiantes, extraordinaires, où ils peuvent dialoguer avec le grand moi, la surconscience, au niveau de la surconscience. Et là, au début, je me disais, il y a 6-7 ans, quand j'ai commencé comme ça à tester ces choses-là, ça peut être le produit tout simplement de l'inconscient de ces gens-là, l'imaginaire, etc. Alors, mais il y a des gens que j'ai suivis dans le temps et tout ça, puis j'ai réalisé que non, les informations qu'ils recevaient, ils les utilisaient, ça pouvait changer leur vie complètement. Puis j'ai vu même des rémissions de tumeurs cancéreuses, dernier stade, cancer du foie, des choses comme ça. La personne, dans cet état-là, réalisait pourquoi elle avait les tumeurs, pourquoi elle avait développé ça. Et là, souvent, c'est lié au ressentiment, la colère, parce qu'on les a lésés, par exemple. Il y avait une dame qui avait subi un viol de groupe. Ouais. Elle n'avait jamais été capable de... C'était arrivé dans sa jeune vingtaine, puis là, elle était rendue début cinquantaine. Elle n'avait jamais été capable d'oublier ça, mais de pardonner. Puis elle a fait le pardon dans cet état-là. Et 2 semaines après, les tumeurs avaient régressé de la moitié. Et quelques mois après, plus rien. Cette femme-là, les médecins ne pouvaient plus rien au niveau de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Ils l'avaient envoyée chez elle mourir plus souvent. Ça, c'est un exemple. Mais parfois, c'est pas au niveau physique, c'est au niveau de ce que les gens font, leur vie, tout ça, qui peut changer dramatiquement. Donc, maintenant, je crois qu'il est possible vraiment d'aller contacter ces aspects-là, ces zones-là de la psyché, le surconscient, dans des états élargis de conscience. Mais alors, justement, je me posais une question, parce que effectivement, vous vivez avec les carmélites une expérience assez intense, où vous découvrez qu'en fait, elles délirent pas, quoi. Elles sont bien connectées à quelque chose de plus grand. Mais alors, surtout particulièrement, ce qui m'a été intéressant, c'est que en fait, vous avez découvert aussi qu'elles étaient très organisées dans le focus, quoi. Elles s'étaient habituées à rester concentrées via les prières. Et ça a l'air d'être un point important, en fait. Mais je me disais, à partir de ce moment-là où on découvre qu'effectivement, il faut un entraînement pour aller vers la conscience, il faut pas y aller les mains dans les poches, quoi. Ça vous a donné quoi, vous, en tant que scientifique? Ça vous donne des changements de protocole grâce à ça? Ou comment vous avez vu cette conclusion ensuite? Ben oui, parce que ça influence le type de recherche qu'on va faire. Parce que maintenant, je vous parlais de travailler au niveau du cœur et tout ça, mais mes collègues et moi, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer comme une intervention qui permettrait justement d'être capable d'augmenter notre capacité à aimer de manière inconditionnelle. Parce qu'on pense que c'est possible, parce que c'est une capacité qui existe chez l'être humain, mais qui vient d'une dimension supérieure à l'aspect purement biologique, physique. Et c'est quelque chose qui doit être développé. C'est possible, mais ça ne vient pas automatiquement chez tous les êtres humains. Donc, on pense qu'on peut entraîner cette chose-là aussi.
Mais oui, il y a un entraînement possible, une plasticité. On se rend compte que ça existe partout, dans tout, au niveau cérébral, au niveau de l'expression des gènes, à tous les niveaux. Donc, probablement que ça se développe aussi de cette façon-là pour ce type de capacité-là. Ouais. Il y a aussi une question que je voulais vous poser. Vous êtes quand même une personne qui a été contactée par le spirituel plutôt qui avait organisé sa vie vers le spirituel. Donc, quelque part, vous êtes plutôt, entre guillemets, une victime du spirituel plutôt qu'un créateur de spirituel. Et je me questionnais sur le fait que, là, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un matérialisme dans le monde du développement personnel. Il y a des idées de progresser, d'obtenir du résultat. Et finalement, est-ce que vous croyez que c'est le spirituel qui nous contacte ou est-ce que c'est à nous de le contacter? C'est les deux. On fait les deux. C'est une danse. Alors, lorsqu'on fait des prières, par exemple, lorsqu'on médite, tout ça, ben, on s'ouvre à la dimension spirituelle, mais on le fait, on se rapproche dans une direction, puis le spirituel se rapproche de nous aussi. Et dans certains cas, quand on étudie les déclencheurs des expériences spirituelles, transcendantes, on se rend compte qu'il y a certains déclencheurs, par exemple, c'est souvent lié à des périodes de vie très difficiles, des états un peu dépressifs. C'est l'un des déclencheurs principaux des expériences spirituelles. La contemplation de la nature, la beauté naturelle aussi, c'en est une autre. Mais chez beaucoup d'individus, les expériences surviennent de façon, en apparence, spontanée, chez des gens qui n'ont pas d'intérêt. Alors là, c'est le spirituel là, c'est comme la descente, tu sais, du spirituel à l'individu. On essaie de le... Parfois, là, quand on ne comprend pas, je connais un monsieur aux États-Unis qui a eu il s'est fait électrocuter 3 fois par la foudre, 3 expériences de mort imminente. Parce qu'il avait la tête dure, il ne comprenait pas. Ça prenait du temps. Alors là, c'est clairement du spirituel vers l'individu. Mais je vais quand même faire l'avocat du diable parce que quand même, dans votre histoire, vous avez quand même passé 12 ans malade, 1 an alité, à la limite de mourir, voire mourir. Vous avez quand même des expériences qui sont pas anodines quoi, dans ce domaine-là. Et de l'autre côté, on a des expériences où les gens vont essayer de ralentir la vibration, donc les fréquences du cerveau. On essaye de toucher comme ça quelque chose d'autre. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a la même dimension à la fin entre ce que vous avez vécu, vous, et la difficulté à s'en remettre? Ça a l'air d'être quand même venu profondément s'ancrer quand même chez vous. Il y a des gens qui vivent juste des petites expériences comme ça, parce que j'ai l'impression que ces gens-là, en fait, ils perdurent pas dans le spirituel après. Ça s'efface. Oui, c'est vrai. Ce ne sont pas tous les gens qui vivent des expériences. Ça dépend quand on parle d'expérience spirituelle, il y a des différences en termes d'intensité, la magnitude de l'événement. Donc, il y a des expériences qui vont durer 30 secondes, puis l'impact va durer toute la vie. Mais donc là, il y a des facteurs qu'on comprend plus ou moins. Lorsque ça semble venir du domaine spirituel et que ça descend quelque part de manière métaphorique là, vers l'individu, souvent ça va être plus intense. Donc, les gens qui vont presque mourir, décéder par exemple, ça va avoir un impact généralement qui va durer très longtemps. Je sais que vous avez travaillé avec des gens qui ont vécu des NDE, hein, oui. Et aussi avec des gens qui ont eu des contacts avec des êtres de lumière, donc peut-être pas toujours des NDE, mais autre chose. Oui. Vous-même, vous avez eu une expérience de mort provisoire, en fait, hein, et puis aussi un contact avec un être de lumière. Est-ce que vous croyez que c'est resté en vous définitivement? Est-ce que vous sentez un émissaire maintenant, la lumière, par rapport à ça? Oui, ça oui. Alors, comment vous le décririez? C'est quoi votre mission, en fait? C'était ce que j'avais perçu initialement aussi durant mon enfance. C'était de contribuer à démontrer que ce qu'on appelle la conscience et l'esprit, les fonctions mentales, c'est plus que simplement l'activité du cerveau. Donc, d'aider à passer du paradigme matérialiste à aller vers quelque chose d'autre qu'on a appelé post-matérialiste. Alors, c'est ça, c'est de contribuer à ça. Pourquoi c'est important? Parce que ça change tout. Si on est uniquement des organismes électrochimiques et que tout s'arrête avec au décès, ça remet en question
on peut remettre en question la morale, les valeurs, la façon de vivre, etc. Mais si on découvre par contre que tout ça continue, puis que les valeurs sont importantes, c'est complètement différent. Par exemple, il y a un élément très pédagogique dans l'expérience de mort imminente ou provisoire, c'est la revue panoramique de vie. Alors, c'est pas là pour rien. On voit qu'il y a un objectif d'enseignement au niveau de l'existence. Et en hypnose spirituelle, ils ont découvert, lorsqu'ils vont dans l'espace de vie entre les vies, il y aurait aussi un autre moment où il y aurait la planification de les grandes lignes de l'incarnation avec des guides spirituels. Et donc, ça a un sens, tout ça, finalement. Il y a une finalité derrière tout ça, qu'on n'a pas du tout si on vit dans un cadre exclusivement mécaniste, réductionniste, matérialiste. Ça change tout. Et c'est très important. Et la science, elle a maintenant plus d'influence dans le monde, en grande partie, du moins dans le monde occidental, que la religion. C'est devenu comme la nouvelle autorité cognitive ultime. Ça a remplacé ce que l'Église faisait, par exemple, au Moyen Âge, à la Renaissance. Vous savez, à un moment donné, j'ai écouté une interview de vous ancienne et j'ai capté un événement que vous donnez pas toujours en exemple. Vous dites qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez vécu des expériences plus que spirituelles. C'est-à-dire, en particulier, vous parlez d'une dématérialisation. Vous pouvez nous en parler de ça? Oui, ben ça, oui. Lorsque j'étais étudiant, j'ai repris mes études universitaires à Montréal. J'ai vécu dans un appartement pendant quelques années où il y avait toutes sortes de phénomènes comme ça. Et il se passait toutes sortes de choses. Puis c'était très, très lourd. Puis j'ai fait venir des gens qui nettoient les appartements, les maisons, tout ça, qui travaillent à ce niveau-là. Et ils m'ont dit que c'était carrément hanté, cet endroit-là. Et oui, il y avait quelqu'un qui m'avait donné une pierre, une améthyste, par exemple, puis la pierre s'est dématérialisée sous mes yeux. Ma mère m'avait donné un Sacré-Cœur, une image du Sacré-Cœur, par exemple, que j'avais mis sur un mur. Et puis, pour m'aider, justement, par rapport au phénomène et tout ça. À un moment donné, l'image a pris en feu spontanément. Et puis, toutes sortes de phénomènes comme ça. Donc, c'était où le lit se creusait, par exemple, un peu, le soir, qu'on pouvait sentir une présence et tout ça. Donc, c'était assez énervant au début, là, de composer avec tout ça. Mais oui, j'ai été témoin de ça. Et j'ai vu toutes sortes de choses. Et l'année dernière, ma mère, qui était très proche de moi, est décédée. Et elle savait que je faisais des recherches à ces niveaux-là, tout ça. Et après son décès, elle a commencé à faire matérialiser des choses pour moi, pour me donner des preuves. Et au tout début, vers la fin de sa vie, elle a souffert d'une démence vasculaire. Puis vers la fin de sa vie, il ne restait plus beaucoup de cheveux, puis c'était des petits cheveux blancs. Donc, quelques semaines après sa transition, elle a commencé à matérialiser des petits cheveux. Elle a fait ça pour moi, puis j'ai une sœur. Donc, elle a fait ça aussi à ma sœur. Incroyable. Et tout au long de l'année, pendant une année, elle a continué à nous matérialiser de ses cheveux. Et ses cheveux augmentaient en longueur comme les cheveux qu'elle aurait eus dans le monde physique et tout ça. Puis maintenant, j'en ai des beaucoup plus longs et j'ai conservé ça. Il me faut je veux faire analyser ça au niveau génétique. Et on peut en tirer quelque chose par rapport à votre travail, parce que c'est quand même, là, on passe à un degré supérieur. Là, c'est plus de la conscience, c'est agir sur la matière. Est-ce que vous sentez de travailler là-dessus? Ben maintenant, oui, plus. Ouais. Avant, j'aurais pas osé mais avec tout ce que j'ai vu, oui. Ben, vous savez, j'ai un collègue, Gary Schwartz, là, qui a fait beaucoup de recherches avec les médiums. Maintenant, il travaille avec les médiums, ben, c'est des êtres humains. Les êtres humains, évidemment, ils ont des meilleures journées que d'autres, donc ils sont pas infaillibles. Mais il a quand même trouvé des médiums de recherche qui investigués au laboratoire
qui avait un taux de succès de 90% ou plus, en lien avec des informations au sujet de personnes décédées que les médiums ne connaissaient pas du tout. Ouais. Et il s'est demandé, est-ce qu'on ne peut pas, dans l'étape suivante de son programme de recherche, il s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des appareils électroniques qui permettent de communiquer directement avec les entités décédées. Et donc, tout ça, c'est fait présentement à l'Université de l'Arizona. Et il a progressé beaucoup là-dedans. Il utilise les photons. Donc, il travaille avec des photons et les entités présumées répondent en déviant des faisceaux de lumière. Donc, il établit un code où ils peuvent répondre oui, non, je ne sais pas, etc. Puis les résultats sont assez fantastiques. Donc, oui, je pense que de la même façon qu'on peut faire des recherches de laboratoire sur les phénomènes ici, par exemple, on demande à un être humain de se concentrer sur un générateur d'événements aléatoires ou une culture de tissu de manière in vitro. On pourrait maintenant passer à un autre niveau et travailler directement avec de présumées entités habitant différents plans spirituels. La difficulté avec ça, c'est que on ne sait pas à qui on a affaire véritablement. C'est ça. On n'a pas de certitude. C'est ça. Donc, est-ce que on est infiltré par quelque chose d'autre? Est-ce qu'on est manipulé? Ça, c'est la difficulté de ce type de recherche-là. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, malgré tout, vous pensez que la science post-matérialiste, elle a besoin de passer par le contact avec les défunts et le contact avec l'au-delà? Elle doit aller par ça aussi, oui. Elle s'occupe, elle est ouverte aux expériences spirituelles, mystiques, mais elle est aussi ouverte au contact avec d'autres plans d'existence, oui, sûrement. Moins physique ou non physique, carrément, oui. Pour moi, dans ma conceptualisation, oui, absolument. Ouais. Puis mes collègues aussi. La plupart de... C'est juste une question de comment, à partir de quel filtre on voit la réalité. C'est ça un paradigme, au fond. C'est comme une paire de lunettes qu'on utilise. Pendant longtemps, les scientifiques croyaient que le monde se réduisait à des petites particules de matière qu'on appelait des atomes. Ça devient des Grecs, déjà même avant Socrate et pré-socratique. Mais si, et là, ben, évidemment, si on croit à ça, les phénomènes dont on a discuté durant l'entrevue sont impossibles. Mais si on change notre paradigme, puis qu'on dit, ben oui, mais c'est parce que le monde physique, ce qu'on appelle le monde physique, ne représente juste qu'un aspect limité de la réalité globale, à ce moment-là, ce n'est pas choquant de réaliser ou d'accepter que ces phénomènes-là existent. Alors, pour finir, donc, je tombais sur une interview de vous. Alors, il se trouve que André Froissart, qui est un journaliste qui était proche de Malraux, disait que la vraie phrase légendaire de Malraux, c'était « Le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas ». Et alors, vous êtes un savant mystique, même si, a priori, vous n'en parlez pas plus que ça, mais vous êtes quand même un savant mystique. Quel saut de conscience vous paraît prioritaire pour l'humanité, là, pour les temps qui viennent? Réaliser notre interconnexion entre nous tous, les êtres humains, mais aussi avec le monde animal, le monde végétal. De réaliser qu'on partage tous un environnement. On n'en est pas propriétaire tous. Les humains ne possèdent pas la Terre. Au fond, on est comme des locataires. Il faut être respectueux, justement. Puis le paradigme post-matérialiste, il peut aider à ça dans le sens où il montre qu'il y a une interconnexion fondamentale entre tout ce qui existe, au fond. Donc, ça a des implications profondes. Et que la vie, si la vie continue, puis qu'il y a une dimension spirituelle et tout ça, la vie, ça ne consiste pas à accumuler des biens physiques, matériels. C'est peut-être que c'est notre façon de voir, mais c'est lié au système politique, au système économique aussi. En Occident, on a adopté le modèle capitaliste, mais je pense que ça fonctionne pas.
sans être guidé par une conscience morale, par le cœur, on court à la destruction. Donc, on a besoin. C'est pour ça que Malraux disait ce qu'il disait. C'était très bien dit. Puis déjà, on voit, c'est alarmant parce qu'on est déjà dans. Les biologistes disent qu'on est déjà dans une autre période d'extinction des espèces. On a détruit des milliers d'espèces depuis 40 ans à peine, plusieurs milliers d'espèces, surtout au niveau des certains insectes, des types d'insectes, mais il faut vraiment devenir plus, s'arrêter, puis devenir plus sage. Puis la crise, elle a eu ça de bon que elle a permis à certaines personnes de réaliser ça, qu'on pouvait vivre différemment. Je dis pas qu'il faut vivre enfermé tout le temps, c'est pas ça, mais on peut vivre, c'est ça, il faut vraiment faire un saut de conscience à ce niveau-là. Ce n'est pas l'accumulation des biens matériels qui amène le bonheur, la satisfaction. Et vous allez agir comment dans les prochains temps dans ce sens-là? Vous avez une ambition nouvelle pour aller dans ce sens-là, pour plus de compréhension de la vulgarisation, puis la création d'un outil d'interconnexion planétaire qui est le nouveau réseau dont je vous parlais. Parce que, par exemple, moi, je suis ami avec des gens qui ont créé une plateforme en Ontario qui est devenue suivie par des millions de personnes qui s'appelle Collective Evolution. Ouais. Ce sont des jeunes dans la trentaine là, qui font ça, mais ils vont dans cette direction-là. Ils sont amis avec moi. Eux, ils sont en contact avec des millions de personnes. Ces personnes-là ont des contacts avec d'autres. Donc, je vais passer à travers différents réseaux, dont le vôtre, si vous voulez, pour qu'on puisse s'interconnecter le plus possible pour pouvoir avoir un impact encore plus grand. Pas simplement sur le plan de la conscience, de l'intention, mais aussi au niveau d'actes concrets. Puis au niveau de recommandations, par exemple, au niveau de la gouvernance. Par exemple, on est menacé par des technologies maintenant comme la 5G, l'intelligence artificielle avec les implants cérébraux, etc. Il y a des gens qui veulent nous amener vers ça. Moi, je revendique le statut des êtres humains. Je veux que on puisse avoir le droit dans le futur de demeurer des êtres biologiques naturels, sans implants, etc. Et ça, c'est des questions de droit dans chaque pays, mais aussi au niveau international. Donc, si vous voulez, je vais devenir plus un activiste maintenant sur la place publique par rapport à ces questions. Moi, j'aime bien cette idée d'activisme. Moi, j'avoue que Cœur & Co sera partenaire. J'adore cette idée d'être activiste. Et on partira avec vous du temps à passer ce message. Je vous remercie, Mario, pleinement de tous ces messages. Merci à vous aussi, youtubeurs qui suivez cette émission. Vous pouvez évidemment nous supporter en appuyant sur un petit bouton et en vous abonnant. Je rappelle que le dernier livre de Mario Beauregard, c'est donc Un saut quantique de la conscience aux éditions Trédaniel, qu'on trouve sur Internet. Je vous invite à le lire. Moi, j'ai mis un petit temps, mais je m'y suis mis et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en même temps, encore merci parce que je trouve que là, dans cette interview, vous avez osé des choses que vous n'avez pas d'habitude. Non. Ouais. Je suis touché par le fait que vous disiez que vous vouliez être un activiste. C'est pas non plus toujours simple d'exprimer. Alors YouTube, c'est pas non plus la télévision, mais c'est quand même vu par pas mal de gens. Donc, je vous remercie de cette confidence.